Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais poursuivre sur ma lancée, la lancée du vendredi dernier. Je vous ai parlé des MNA, des mineurs isolés, des migrants et tout ça. Et je vous ai dit qu'on ne peut pas vivre dans une société, il n'y a pas d'inclusion. Parce que si toi tu vis, si toi tu conduis ta voiture sur la ligne gauche, sur la voie de gauche, et ton voisin, il la conduit à droite, vous n'allez pas à vous mettre d'accord sur le code de la circulation, vous allez faire des accidents toute la journée. Et il faut des règles dans une société. Et les règles, plus elles sont internalisées, plus elles sont admises, plus elles sont spontanément obéies, mieux la société fonctionne. Ça donne les pays très efficaces comme le Japon, où la règle est vraiment implicite, et les pays pas efficaces du tout comme le Maghreb, où il faut un flic à chaque coin de rue, parce que les gens ne veulent pas s'arrêter au feu rouge. Les gens ne veulent pas appliquer la règle. Donc ça donne des pays qui s'en mêlent les pinceaux toute la journée, parce qu'ils ne collaborent pas bien. Or, le problème de l'inclusion, c'est que l'inclusion, elle n'aime pas la différence. L'inclusion n'aime pas la diversité. C'est ça un des grands drames de notre époque, c'est-à-dire que nous prêchons deux valeurs qui sont antagonistes. La diversité, c'est-à-dire les différences, c'est-à-dire tout est acceptable. Toutes les différences sont valables. Il ne faut pas les atténuer. Il faut même en être fier. Ah, c'est les fiertés. L'orgueil, je sais pas quoi, orgueil d'être africain, d'être gay, d'être tchétchène, d'être musulman, tout ça. Ne surtout pas changer, ne surtout pas faire d'efforts, ne surtout pas chercher à rentrer dans un moule. Parce que la conformité, c'est mal. Bon, d'accord. Et vous avez en face l'obligation, la valeur d'inclusion. On nous dit que la société est malade des inégalités. C'est vrai. Il faut inclure les jeunes. D'accord. Mais comment on ne peut pas inclure quelqu'un qui est trop différent de nous? Comme on dit dans un bon vieux dicton populaire, qui se rassemble, qui se rassemble, s'assemble. C'est ça. C'est ça. Qui se ressemble, s'assemble. On s'agrège par affinité. Les gens qui vivent de la même manière, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes mentalités, vivent entre eux. À commencer par les riches. Quand quelqu'un devient riche, il quitte la banlieue. Hein, Omar, si il vit pas à Sarcelles, il vit à Los Angeles. Il a raison. Si j'avais du pognon, enfin, je ne vivrais pas à Sarcelles, ça c'est sûr. Je ne vivrais pas forcément à Los Angeles parce ils ont vécu masqués pendant 2 ans. Ils ont un gouverneur un peu malade mental, la Gavin, je sais pas quoi là. Je ne vivrais pas à Los Angeles. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Les gens qui pensent pareil s'agrègent. Vous avez les francs-maçons, vous avez les homosexuels, enfin certains, vous avez les ghettos ethniques, hein, les Maliens dans un côté, même dans les HLM, vous avez des tours HLM où il y a les gens de l'Europe de l'Est, les gens de la Tchétchénie, qui ne se mélangent pas. Vous avez les Albanais d'un côté, les Marocains de l'autre, les Maliens d'un côté, les Capverdiens de l'autre. Voilà. Nous nous agrégeons par affinité ethnique, mais surtout par ressemblance. Alors, la ressemblance peut être ethnique, la couleur de la peau, mais elle peut être aussi la religion. Enfin, c'est les modes de vie, les valeurs. Parce que nous sommes des êtres humains, ça a échappé aux transhumanistes qui nous gouvernent, nous sommes de simples êtres humains. Donc, nous doutons en permanence. Contrairement à Madame Schiappa, nous ne sommes pas remplis de certitudes, nous doutons en permanence. Donc, nous avons besoin qu'autrui nous reflète nos certitudes. Quand une femme voilée voit une femme voilée dans la rue, elle dit OK, je suis sur le bon chemin. Quand je sais pas moi, un Malien habillé à la malienne voit un autre Malien habillé de la même manière dans le métro parisien, il dit OK. Parce que nous sommes fragiles, nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas des Napoléons, des Bolivars en herbe. Nous avons besoin nos valeurs sont fragiles, nous avons besoin de les voir confirmées. Nous avons besoin de confirmation en permanence. C'est comme ça, nous sommes des animaux grégaires, nos animaux de troupeau, nous sommes fabriqués pour travailler dans une horde, voire dans une tribu. Et dans les sociétés modernes où il y a soi-disant l'anonymat, en fait l'anonymat il est très relatif. Tu peux vivre à New York ou à Paris ou à Los Angeles dans l'anonymat, mais tu chercheras toujours dans autrui la confirmation que ce que tu est valide, que ce que tu es, ton identité, elle a besoin d'autrui. À part, évidemment, quand tu t'appelles Nietzsche, Hegel, Poutine, Macron. Macron, quand tu es un surhomme, tu n'as pas besoin de confirmer. Voilà. Mais nous sommes de simples mortels, et c'est comme ça, et tant mieux. Donc voilà le cœur de la question, c'est-à-dire que plus on dit aux gens, soyez vous-même, ne vous intégrez pas, ne vous assimilez pas, ne faites même pas d'efforts pour comprendre autrui, parce qu'il est raciste,
eh bien, on empêche leur inclusion. Parce que là, on a appris malheureusement à une partie de l'immigration que s'intégrer, c'est se soumettre aux Français racistes. Donc tu as le type, il te dit, pas tous évidemment, mais je force le trait, je prends les cas aberrants. Il te dit, écoute, tu me demandes de mettre une cravate, c'est raciste. Tu me demandes de mieux parler français, c'est raciste. Tu me reproches mon accent, c'est raciste. Tu me reproches mon retard, c'est raciste. Tu m'as fait une remarque sur mon travail, c'est raciste. Bon. Ce qui fait que ce mec ne change pas. Comme il ne change pas, il ne te ressemble pas. Donc tu ne l'inclus pas. Et donc ça renforce la ghettoisation. Parce que vous avez remarqué, plus on nous parle de diversité, plus ça se ghettoise. Plus on nous parle d'inclusion, moins il y a d'inclusion. Les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Dans un pays où on distribue un pognon de dingue pour la redistribution, ça ne marche pas. Enfin, je n'ai pas vu, moi, de changement sociologique dans le 16e arrondissement. Ah, la couleur de la peau n'a pas beaucoup bougé dans le 16e arrondissement, ni à Neuilly, ni à Levallois-Perret. Vous voyez ce que je veux dire? Les pauvres sont toujours les mêmes pauvres. Enfin, vous savez, nous avons maintenant une société qui est malade de la race. Nous avons un problème racial en France. La pauvreté a pris une couleur plus foncée que la moyenne de la population. Et la richesse est plus blanche que le reste. Je parle comme Rokhaya Diallo. Je sens déjà ma peau frémir, hein. Je crois que je vais être promu. Je serai bientôt Young Leader ou convoqué pour conseil technique au cabinet de M. Gabriel Attal, allez, par exemple, ou Clément Beaune. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons réellement un problème racial parce que nous disons aux gens ne changez pas. Ben, ils ne changent pas. Et donc, ils ne s'incluent pas. C'est les affinités. C'est les affinités qui font que les choses... Et vous ne pouvez pas reprocher aux gens de s'agréger par affinité. C'est leur nature. Euh, euh, Parce que pourquoi on s'agrège par affinité? Parce que nous avons besoin de solidarité. Quand quelqu'un se comporte comme toi, s'habille comme toi, tu fais le pari que si tu es un jour en difficulté, il viendra à ton aide. C'est pour ça que tous les policiers parlent le même langage. Tous les gendarmes parlent. Le gendarme ne parle pas le même langage que le policier, la police nationale. Les militaires parlent le même langage, qui n'est pas le même que celui de la gendarmerie. Les juristes parlent le même langage. Les astronautes parlent le même langage. Les pilotes parlent le même langage, les pilotes de ligne. Ça crée des milieux fermés. Les francs-maçons, ils ont leur code. Pourquoi tu as ça? Parce que ça permet de créer un esprit de corps. Et l'esprit de corps, c'est une assurance vie, parce que la vie dure, et nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des gens fragiles. Demain, tu peux avoir une dépression. Moi, j'ai une dépression, elle m'a coûté 10 ans de ma vie. Demain, tu peux avoir une dépression, demain, tu peux être renversé par un camion, demain, tu peux être en vulnérabilité. Et là, tu as besoin d'aide. Et tu estimes, à juste titre, que celui qui va t'aider, c'est celui qui te ressemble. Et c'est normal, c'est humain. Pourquoi le bébé ressemble à son papa, à sa maman? Pas parce que la nature est raciste. Le bébé te ressemble parce que ça crée l'affinité. Tu aides celui qui te ressemble. Tu donnes le sein, tu meurs, tu donnes un rein pour celui qui te ressemble. C'est comme ça. Si ce n'était pas le cas, les bébés ne ressembleraient pas à leurs parents. Nous aurions deux parents blancs, père, mère blanc, ou parent 1, parent 2, pour faire plaisir à Madame Hidalgo, Madame Rousseau. Conjoint 1, conjoint 2, et ils sont de couleur blanche, caucasiens, et ils auraient un enfant noir. Ou tu aurais un parent 2 asiatique, et ils auraient un enfant noir, ou un enfant tchétchène. Pourtant, la nature raciste a fait en sorte que le Vietnamien ait des enfants vietnamiens qui lui ressemblent. Pourquoi? Parce que l'enfant est tellement fragile qu'il a besoin de mobiliser toutes les ressources de ses parents, même le sacrifice. Or, on ne sacrifie pas pour celui qui ne nous ressemble pas. En tout cas, pas spontanément et pas fréquemment. Donc voilà la question, je pense que je l'ai posée. La diversité a un ennemi, c'est l'inclusion. La diversité empêche l'inclusion. Mais les génies qui nous gouvernent nous disent non, il faut poursuivre les deux. Eh bien, c'est pour ça que la société est bloquée. C'est comme si tu as deux pieds, pied gauche, pied droit. Le droit, il va à droite, le gauche, il va à gauche. En général, tu t'effondres, tu fais du surplace. Nous faisons du surplace. Or, ce surplace est extrêmement juteux pour les ONG qui vivent du malheur des immigrés et des minorités raciales, tout ça, ethniques et homosexuelles, tout ça. Parce que s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de Utopia 86, il n'y aurait pas... enfin, je ne connais pas les ONG forcément, mais vous voyez ce que je veux dire. Il n'y aurait pas de féministes malades mentales, j'ai le nom en tête là, mais il m'échappe. Il n'y aurait pas de EELV, il n'y aurait pas de d'écolo, il n'y aurait pas de malades mentaux sur les plateaux de France Inter ou de France Culture, je ne sais quoi. Voilà.
Si tout allait bien, il n'y aurait pas il y aurait pas de l'émission de Cyril Hanouna. Je veux dire, si les choses allaient bien, on n'aurait pas besoin de discuter de tout ça avec des gens qui sont pas. Enfin, bon, j'ai pas injuré les gens, mais vous m'avez compris. Plus la société est malade, plus il y a du pognon qui tombe chez les experts qui sont soi-disant censés gérer, répondre à ces problèmes-là. Or, les problèmes-là, ils sont pourris à la base. À la base, nous avons un problème cognitif. La diversité ne marche pas ensemble, ne va pas ensemble avec l'inclusion. C'est très simple. C'est très simple. Il y a toujours eu des ghettos. Toujours eu des ghettos. Toujours eu des ghettos. Parce qu'on ne sait pas faire marcher une société où l'un va à gauche, l'autre va à droite. Nous avons toujours eu des ghettos au Maroc. Nous avons toujours euh, enfermé les Israélites au Maroc. Alors, c'était pas bien, c'était moche, c'était pas bon. Mais c'est le seul moyen qu'on avait trouvé de séparer la société de ceux qui lui donnent l'antithèse. Parce que eux, ils n'étaient pas musulmans, ils ne sont pas musulmans, ils n'avaient pas nos valeurs. Donc ils étaient une contre-culture. Vous avez toujours eu des ghettos juifs en Europe. Le Marais, bon, vous connaissez l'histoire. Je ne valide pas ça. Je dis juste que c'est le seul moyen qu'on a trouvé. Pourquoi je parle je prends l'exemple judaïque, juif, et après tu mets tout ça, hein, on a toujours séparé les protestants des catholiques en France, ça s'appelle l'édit de Nantes, ma mémoire est bonne, hein, on leur a donné des places fortes, La Rochelle, tout ça. Hein. Tu te rends compte? Même entre blancs chrétiens, ils ont dû séparer. Parce que sinon, ça donnait à Saint-Barthélemy. Ils se coupaient la tête à chaque coin de rue de Paris. On a séparé, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours eu un séparatisme, une ghettoisation, parce que nous sommes des êtres faibles. Sommes- Nous sommes des êtres faibles, nous ne sommes pas des gens sont capables de gérer de la complexité. À part, je vais me répéter, à part des cas spéciaux. Mais les cas spéciaux, ça ne forme pas un peuple. On ne va pas faire un peuple avec des élites, avec BHL, Raphaël Enthoven, Jacques Attali à la Mecque. On ne peut pas faire un peuple. Bon, je rigole à l'intérieur de moi-même, mais j'ai un peu de pudeur. Ouais, je veux dire, on fait une société avec Mamadou, Jean-Louis, avec une caissière, un chauffeur de bus, un vigile, un ouvrier. C'est avec ça qu'on fait société. Or, la société qu'on sommes en train de faire, elle ne fonctionne pas, ou pas bien. Et donc, qu'est-ce qui nous attend demain, au-delà de la guerre civile? Le sous-développement. Pourquoi le Maroc est sous-développé? Pourquoi le Sénégal est sous-développé? Pourquoi l'Inde est sous-développée? Parce que nous ne collaborons pas. Parce que l'Inde, tu as les castes, les gens ne se font pas confiance, ils se méprisent. Les Marocains, les Sénégalais, on ne collabore pas entre nous, parce qu'on ne se fait pas confiance. Parce que nous n'avons pas d'empathie l'un pour l'autre. Donc on fait la guerre civile, on se truande les uns les autres. Donc l'économie ne change pas. En France, vous allez arriver à ça. Parce que vous n'allez pas avoir d'inclusion, donc il n'y a pas d'empathie. Si autrui est tellement différent de toi, bah, tu ne vas pas l'embrasser, littéralement l'embrasser, et lui faire confiance. Donc tu ne vas pas faire affaire avec lui. Ou quand tu feras affaire avec lui, tu auras peur de lui. Parce qu'il n'est pas français, ou il ne te ressemble pas. Tu vois, il est une contre-culture, il est l'antithèse de tes valeurs. Donc tu te méfies de lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un contrat. Donc tu vas perdre du temps. Tu vois, ce que tu faisais avant verbalement par la parole donnée, il n'y a plus de parole donnée. Il y a la parole donnée dans une même société. Quand tu as des contre-sociétés, les noirs, les blancs, les hétéros, les homos, il n'y a plus de parole donnée. La parole donnée s'arrête aux limites de la caste, ou du clan, ou de la tribu, ou de la communauté sexuelle ou religieuse. Donc tu fais des contrats. Donc là, il faut des avocats, ça coûte cher. Tu vas à la banque, tu fais des prêts bancaires, tu ne donnes pas l'argent comme ça, tu fais à la banque, tout ça. Là, tu as des taux d'intérêt, tu as des frais. Donc tu as donc l'économie coûte plus cher, enfin, les actes, les transactions sont plus lentes, plus douloureuses, plus chères, et tu perds en efficacité. C'est pour ça que les gens, je veux dire, travaillent par affinité. C'est pour ça que la Silicon Valley, tout le monde pense pareil, malgré leurs différences raciales. Il y a les Indiens de Bangalore, il y a les Russes et les Américains de souche, tout ça. Mais ils pensent tous pareil. Ils sont tous transhumanistes, de gauche. Mais tant mieux, parce que c'est comme ça qu'ils collaborent vite, parce qu'on fait des affaires autour d'un café. Quand tu vas chez le juge ou chez le notaire, c'est déjà la fin, c'est déjà trop tard. C'est comme le couple. Le couple, il s'aime charnellement avant d'aller chez le... Enfin, on s'aime même dans l'imagination avant d'aller chez le juge ou chez le notaire ou chez le monsieur le maire. C'est ça, la vie a besoin d'être spontanée pour advenir. Or, quand il n'y a pas d'inclusion, quand il n'y a pas on ne forme pas une communauté d'empathie, de solidarité, il n'y a pas la vie. Ou elle est plus dure à éclore, donc on a une sous-vie, le sous-développement. Bienvenue au tiers-monde. Allez,
J'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner. À demain.